On va parler franchement d'un sujet qui est quand même assez passionnant, qui intéresse tout le monde et qui est peut-être un peu galvaudé, c'est l'estime de soi. Et surtout, on va voir comment les écrans, comment les réseaux sociaux déforment cette estime de soi. Et donc pour ce numéro 1, on a avec nous Louise Aubéry et Christophe André. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Nous, on vous connaît, mais... Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis qu'avec des gens que j'apprécie autour de cette table et que des gens qui sont passés sur mon podcast In Power. Donc voilà. Et du coup, donc, je suis créatrice de contenu, entrepreneur et autrice. J'ai 27 ans et sur les réseaux sociaux, j'essaye de partager les causes qui me tiennent à cœur pour justement faire des réseaux sociaux un endroit où on se sent bien, où on se sent mieux et où j'essaye d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Moi, je suis médecin psychiatre et j'ai beaucoup travaillé. Là, je viens de prendre ma retraite de médecin. J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'estime de soi, d'émotion, de méditation. On va essayer d'en parler concrètement. Alors, je vais prendre un exemple complètement idiot, mais peut-être qui représente bien ce qu'on peut dire sur l'estime de soi. Tu as déjà monté des meubles Ikea? Bien sûr. Toi aussi, Louise? Non, en fait, j'ai déjà essayé Ah. et en fait, je suis tellement mauvaise Et ben que voilà. j'ai Et abandonné. ben voilà, c'est Ouais. ça qui m'intéresse, parce que Christophe, tu as monté des meubles Ikea déjà. Malheureusement, j'ai dû en monter des tonnes. Ouais. Bon, alors, tu reçois un meuble Ikea, tu galères, tu n'y arrives pas. Comment tu vis la situation? Puisque tu l'as vécu Ouais, je l'ai d'ailleurs à concrètement. maintes reprises. Et tu te dis quoi? Je dirais que au début, je m'énerve contre la personne qui a conçu ce mode d'emploi, somme toute beaucoup trop succinct, mais que au fond de moi, ça a créé quand même une forme de sentiment d'incompétence qui n'est pas du tout agréable. Et toi, t'as toujours réussi à les monter, toi? Oui, si, en force, c'est mal. Mais moi, alors, ça déclenche dans un premier temps une grosse colère contre les Suédois. En général, même pas les mecs de Même Ikea. pas Ikea, C'est c'est une colère stupide. la généralisation. Après, comme disait Louise, une colère contre moi. Puis après, je me dis, OK, maintenant, calme-toi, respire. Tout ceci n'est qu'une étagère. Mais c'est une espèce d'à-coup émotionnel absurde et inutile. Et alors maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais pendant des années, les meubles Ikea, c'était l'enfer. Et je mettais des jours, des semaines avant de les déballer. Ma femme me disait, mais quand est-ce que tu montes l'étagère? Ah, Il reprochait l'échéance. J'évitais le problème. tu faisais l'évitement. Oui, absolument. Très franchement, j'ai toujours réussi à monter le meuble Ikea. Le problème, c'est que comme je vais trop vite, Ah. je ne regarde pas complètement. C'est Souvent, je les monte à l'envers et il faut tout redémonter. Ah ouais. Parce que si tu as oublié un truc, Ouais. il faut tout redémonter. Bah ouais. Et ça me rendait dingue contre les Suédois. J'étais comme ça. Tu veux dire un truc, Louise? Oui, mais en fait, ça me fait réfléchir à la notion Alors, en anglais, c'est growth mindset et fixed mindset. Donc, c'est l'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de croissance. Et en fait, je sais que moi, souvent, je finissais par me dire, non, mais de toute façon, je suis pas manuel. Tu sais, cette espèce de généralisation, limite, ouais. comme si, en fait, je me déresponsabilisais en me disant, non, mais de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de manuel. C'est pas pour moi, quoi. Et en fait, ça, je pense que c'est assez dangereux comme réflexion. Et je trouve qu'on est assez baigné dans cette culture-là, d'essayer d'un peu de s'étiqueter en étant capable de faire ceci ou cela, alors que somme toute, bon, vous êtes les médecins de cette table, donc vous me contredirez si c'est pas le cas, mais je pense que tout s'apprend. On est tous capables Et en de fait, tout plutôt, faire, en voilà, fait. plutôt que de se censurer dès le début, Oui. se dire je vais progresser. Mais quoi. Louise, le problème, il va même encore plus loin. C'est-à-dire, c'est des stéréotypes sur l'estime de soi. Si on prend des volontaires à qui on demande de monter une étagère Ikea dans laquelle on met des hommes et des femmes et qu'on leur dit rien, tout le monde s'en sort. Si par contre, avant le montage, on dit, bon, voilà, vous savez que traditionnellement, les hommes vont plus vite que les femmes, le font mieux, etc., eh bien, on altère la performance des femmes. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et donc, si je pense que en tant que femme, je vais moins bien monter l'étagère, ça va moins bien se passer. Alors qu'en fait, les hommes peuvent être aussi nuls ou aussi doués. C'est Mmh. pour ça que les filles vont moins vers les carrières scientifiques. Exactement, On a- c'est les on a mêmes prouvé ça, pareil. limitations, Ouais. limitations intériorisées. Bon, on va parler de l'estime de soi. Moi, ce matin, ma fille m'a posé la question, ah, aujourd'hui, maman, qu'est-ce que tu vas faire? Et je lui ai dit, bah, je vais enregistrer une émission sur l'estime de soi. Et là, elle m'a dit, mais 4 ans. Mais c'est quoi l'estime de soi? Et là, je t'avoue que j'étais un peu... comment lui expliquer? C'est vrai que la définition de l'estime de soi, elle est quand même assez compliquée. Donc, est-ce que toi, Christophe, tu peux nous dire qu'est-ce que l'estime de soi? Est-ce que c'est la même chose que la confiance en soi ou pas?
Pour une petite fille de 4 ans, Oui, ça pour nous serait... aussi, hein. Oui, non, mais c'est important. Asking for a C'est friend. important. Remarque, s'il l'explique à une fille de 4 ans, on On va va comprendre. comprendre, nous, ouais. Oui, oui, oui. C'est est-ce que tu t'aimes bien ou pas? Est-ce que tu as beaucoup besoin que les gens t'aiment? Ou est-ce que des fois, même si tu t'es fâché avec des copines, tu penses que tu continues de t'aimer? Enfin, pour les petits, c'est l'amour, le respect de soi. Après, pour les adultes, on a coutume de dire que c'est l'estime de soi, c'est la réponse à 3 questions. Comment je me vois? Comment je me juge et comment je me traite. Comment je me vois, c'est-à-dire est-ce que je regarde chez moi plutôt les points forts ou les points faibles. Comment je me juge, c'est est-ce que je suis très sévère ou très bienveillant avec moi. Et comment je me traite, c'est après la fameuse étagère Ikea. On fait une sacrée pub à Ikea. Après le montage de l'étagère, si j'ai pas réussi, est-ce que je m'en veux? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je passe une sale journée finalement? Moi, j'ai Ok. passé des mauvais dimanches parce que j'avais pas réussi. Absurde. Voilà comment je me traite. Ou bien est-ce que je me dis, comme faisait Louis, c'est pas grave, ça va, quoi. Tu peux avoir une vie heureuse sans savoir manier le tournevis. Et par rapport à la confiance en soi, l'ego, le narcissisme. Alors, la confiance en soi, c'est une dimension de l'estime de soi portée sur l'action. Par exemple, je peux Ok. me dire, j'ai confiance dans ma capacité à monter les étagères Ikea. Par contre, je trouve pas que je suis quelqu'un de bien. Je suis pas à la hauteur dans plein d'autres domaines. Ouais, bien sûr, bricoleur, je sais faire, mais c'est pas ça qui fait une vie épanouie. C'est pas ça qui fait. Donc, l'estime de soi, c'est plus vaste. C'est un regard beaucoup plus vaste sur soi. La confiance en soi, c'est selon les domaines. Je peux être confiant dans mes capacités à séduire, à construire, à travailler sans avoir une bonne estime de moi-même. On va parler aujourd'hui de l'importance des réseaux sociaux sur l'estime de soi. Il y en a qui, justement, aiment à parler d'eux sur les réseaux sociaux. Louise, alors déjà un chiffre, hein, on sait que 87% des 11-12 ans utilisent régulièrement les réseaux sociaux. D'abord, toi, pourquoi tu t'es lancé avec le nom de My Better Self au départ? Ce qui a changé, le meilleur de toi-même. Écoute, c'est marrant, c'est un nom qui m'est venu vraiment très facilement. Parce que je pense que quand j'ai écrit mes réseaux sociaux, j'avais 19 ans. C'est vraiment ce à quoi j'aspirais. Devenir la meilleure version de moi-même, parce que c'est ce que je considérais être la réussite. Donc comme c'est vraiment ce que je voulais atteindre, je me suis dit que j'allais partager sur les réseaux sociaux un peu ma quête pour y parvenir. C'est vrai que plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte du danger finalement de cette perception, parce que du coup, j'associe vraiment ma valeur à ma performance. Quand justement, je suis vraiment allée moins bien à un moment psychologiquement, en fait, je ne m'estimais plus du tout. En fait, et je me disais, mais du coup, quel est le problème? Enfin, si jamais je ne suis pas la meilleure version de moi-même, ça veut dire que du coup, je ne vaux rien. Et donc, je me suis rendu compte clairement des dangers que ça pouvait provoquer, et même pas seulement pour moi, mais du coup pour les personnes qui me suivent. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a un peu plus de 6 mois, je me suis dit, en fait, je vais juste mettre mon nom parce que qui je suis est suffisant et je n'ai pas à être la meilleure version de moi-même pour être assez bien, quoi. Et comment les followers ont perçu ce changement? Est-ce que tu leur as expliqué pourquoi et que c'était par rapport à ton estime de toi? Ouais, je l'ai vraiment expliqué. En plus, ça coïncidait avec la sortie de mon livre Jusqu'ici tout va mal, et où en fait, je partageais justement une année vraiment assez terrible que j'ai traversée, et à quel point ça a remis en question justement ma vision des choses et du développement personnel, etc. Et en fait, j'ai été assez surprise de voir à quel point c'était bien accueilli. J'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit bah merci, des gens qui disaient il était temps, ou des gens qui me disaient en fait ça te correspond vraiment beaucoup mieux. Ça m'a fait plaisir de voir que la décision que j'ai prise pour moi-même était aussi alignée avec une grande partie de ma communauté. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais quand tu disais que tu associais ta valeur à ta performance. Moi, c'était un peu ça ce que j'avais vécu aussi dans le patinage, c'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de patinage artistique, et quand je me suis fracturé le ménisque à 2 mois des championnats de France, pour moi, le patin, c'était terminé, et je m'étais vraiment dit... j'étais partie en une sorte de petite dépression, parce que pour moi, je ne pouvais plus faire de patinage, donc je ne savais plus rien faire. Et donc, tu vois, ma performance, elle était... c'était ça, c'était je peux plus faire de patin, je suis plus rien. T'avais quel âge? 16 ans. En plus, moi, je suis très impressionnée par les athlètes, et j'aime beaucoup les interviewer parce que justement, moi, je me dis ça doit être très difficile pour les athlètes quand ils font par exemple une mauvaise saison, de détacher, entre guillemets, l'œuvre de l'artiste, quoi. Ouais, bien C'est sûr. comment est-ce qu'ils arrivent à s'estimer si leur résultat, qui finalement est toute leur vie,
ne sont pas au niveau, quoi. Il y a ça, puis il y a les problèmes de reconversion. Par exemple, moi, je connais très bien le monde du rugby. Et lorsque les joueurs arrêtent leur carrière professionnelle, redevenir des citoyens lambda alors qu'ils étaient applaudis tous les dimanches sur les stades, c'est très compliqué. Dès qu'on est sur la monoculture de l'estime de soi, j'excelle dans un domaine et tout tourne autour de ce domaine, on est en danger. Est-ce que la place des parents est importante dans l'estime de soi? Parce que moi, je sais que mes parents, par rapport au patinage, ils ont été là, ils ont été présents, ils se sont rendus compte que j'allais pas bien et ils sont allés à ma rescousse un petit peu. Toutes les bases de l'estime de soi sont liées aux parents, effectivement. Est-ce qu'ils nous apportent la sécurité sur qui nous sommes? Est-ce qu'ils nous font passer ce message? On parle souvent en psychologie de l'enfant d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime même quand tu te plantes, même quand tu as des mauvaises notes, même quand tu fais pas ce que je te demande. Je t'aime quand même. Ça ne veut pas dire que je t'approuve. Je ne te lâcherai pas. Je considère que tu es quelqu'un de bien, quoi qu'il arrive. Si on reçoit ce socle, ça fait déjà beaucoup de bien. Au début, c'est central. Oui. Et je pense que les parents, il faut qu'ils soient très à l'écoute aussi. Moi, je vois ma fille, depuis le début de la semaine, par exemple, elle veut plus s'habiller normalement. Elle me dit, mais non, je suis moche, maman, je suis moche. Je dis, mais pourquoi tu dis que t'es moche, en fait? T'es mignonne comme tout. Elle voulait plus mettre des pulls qu'elle adorait et tout ça. Et j'ai Absolument. creusé et elle m'a dit, parce que j'ai une copine qui m'a dit que j'étais moche. Et là, je me suis dit, allez, boum, ça, il y a l'estime de soi. Mais c'est génial dans parce les- que tu fais partie de la nouvelle génération de parents qui sont attentifs à ces questions-là. Ouais. Autrefois, les gamins avaient les mêmes doutes, mais traverser ça dans la solitude, et le fait de pouvoir en parler à des parents, c'est fondamental que les parents aient une écoute attentive, remettre d'aplomb, console, même si ça marche pas tout de suite. C'est des petites graines que tu plantes pour Ouais, la suite. pour la suite. Et Louise, le rôle de tes parents, toi, dans ce que t'es devenu. Alors... Très bien. Alors, non, question suivante. pas du tout, mais Gros je trouve que c'est dossier. bien d'en parler. Je pense qu'ils ont fait avec les armes qu'on leur avait données, mais il s'avère que, comme je l'ai vécu, c'était un amour qui était très conditionnel. Vraiment, quasiment, moi, les seuls jeux de conversation, c'était autour de mes notes et combien j'ai eu. Et est-ce que j'ai eu la meilleure note? Si j'ai pas eu la meilleure note, pourquoi j'ai pas eu la meilleure note? Je pense vraiment que ça m'a construit en me donnant l'idée que je n'avais de la valeur que si j'excellais. J'ai pas l'impression que ça m'a desservi, mais forcément, je pense que c'est compliqué pour moi aujourd'hui encore. Enfin, moi, si je ne délivre pas, je ne me trouve pas assez. Et que voilà, je pense que mes parents en ont aussi souffert eux-mêmes, et il faut réussir à peut-être briser le schéma, quoi. Ben, l'adolescence, c'est une sale période en réalité parce qu'effectivement, les ados sont exposés à beaucoup de comparaisons, beaucoup de compétitions dans leur milieu, leurs amis, sur les réseaux sociaux également. C'est une période où ils commencent à moins écouter leurs parents. Oui. Et à devenir très dépendant justement du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Et très souvent, il y a une espèce d'insécurité et de souffrance très importante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de casse psychologiques au moment de l'adolescence, beaucoup de comportements déviants. Et là encore, le rôle des parents, c'est pas d'empêcher les ados de souffrir. On ne peut pas empêcher ces enfants de faire un certain nombre d'erreurs, de traverser un certain nombre de souffrances, mais c'est de notre mieux d'être là. D'être des repères, d'être que la famille soit un refuge, éviter à l'ado de se perdre complètement. Plus le tsunami hormonal qu'il y a au moment de la puberté. Et toi, Michel, ça s'est passé comment avec tes parents? Il a fallu que je freine beaucoup mes parents qui étaient plus des admirateurs que... Même quand t'as passé ton bac? Non, alors là, tu veux me parler de mon... Tu appuies là où ça fait mal. Non, mais tu vois, c'est un élément, un moment important. Effectivement, j'ai raté mon bac. J'ai eu mon bac du deuxième coup. Il se trouve que la première fois, je l'ai eu sur une injustice. Je sais pas ce qui s'est passé à l'oral, où j'ai eu une note éliminatoire en histoire, alors que j'avais parfaitement raconté mon sujet. Et en termes d'estime de soi, alors moi, ça a été un moment fondateur pour moi, parce que Cet échec. cet échec a tout déclenché chez moi. La haine de l'échec, l'injustice, et puis le fait de me dire, OK, vous n'avez pas voulu me le donner, bah vous allez voir. Et après, j'ai eu ce qui, statistiquement, Ça t'a redonné est impossible pour un mec qui a raté son bac, le bac D à l'époque, donc sciences nat et tout. Fac de médecine la plus difficile en France, Necker, où il y avait tous les mecs de maths sup qui venaient passer. Et j'ai eu ma première année de médecine du premier coup. Mais en termes d'estime de soi, puisque c'est le sujet, et puisqu'on parlait des parents, mes parents m'attendaient à la maison après mon oral avec une bouteille de champagne dans le seau. Et avec des coupes de champagne pour fêter ça. Et je suis arrivé pour leur annoncer que je ne l'avais pas. Donc, l'estime de moi-même, ce jour-là, échec.
mais fondateur. Voilà. Et en fait, mon estime en avait pris un coup, pas forcément par rapport à l'échec, qui ensuite m'a permis d'avancer, mais par rapport Dans au leur fait regard. que je ne rendais pas à mes parents le bonheur qu'ils m'avaient donné depuis des années. Donc, tu vois, l'estime de soi, elle en a pris un coup, mais par procuration presque. Et- La tristesse de décevoir les gens qui nous font confiance, c'est très douloureux. Et toi, Louise, avec Sciences Po, comment ça s'est passé? Écoute, plus j'avance en âge, plus je me rends compte que rien n'est blanc ou noir. Ouais. Et du coup, le fait de pas forcément avoir eu énormément de soutien ou d'affection de la part de ma famille fait que du coup, moi, je m'en suis quand même très vite détachée en me disant, en fait, tant pis, je fais les choses pour moi. Je leur dois rien. Et donc, du coup, j'avais pas forcément cette peur de décevoir. Et ce qui, je pense, peut être difficile quand on a des parents hyper aimants, qui nous soutiennent énormément. Je pense que du coup, on doit toujours vivre avec cette peur de pas faire assez bien pour eux. Et donc, du coup, moi, Sciences Po, c'est vrai que assez tôt, j'ai su que je voulais faire cette école. Je l'ai beaucoup travaillé. Et du coup, quand je l'ai eu, c'est vrai que je pense, ça m'a beaucoup aidé dans l'estime de moi-même. Parce que, en référence à ce que Christophe disait au début, je pense que ça a vraiment construit ma première partie de la fusée. Parce que c'est vrai que quand on travaille et qu'on réussit l'objectif qu'on s'était fixé, ça forge quand même vraiment, je pense, je sais pas si c'est l'estime ou la confiance en soi, peut-être un peu des deux. Un peu les deux. Un peu des deux, mais c'est vrai que bien je me sûr. souviens vraiment le jour où je l'ai eu, je pense que c'est à date l'émotion la plus forte que j'ai ressentie parce que j'ai bossé pendant, 4 ans pour ça et je l'ai et j'étais vraiment très heureuse et du coup pour moi, même pas pour d'autres personnes. La vie, ça on l'a vu, ne fait pas de cadeaux avec l'estime de soi, mais avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Un petit jeu, à votre avis, combien de temps vous passez sur votre téléphone? Christophe? Moi, je ne sais même pas où est la fonction. Il sait pas où il est. Mais il est encore au bebop. Ça ne m'étonne pas. Mais à mon avis, ça doit être moins d'une demi-heure. Alors Non, attends, c'est Michel, vrai. avant de regarder, Ah ouais. à ton avis? Je triche parce que je l'avais déjà regardé il y a quelques jours, parce que j'en avais parlé avec des copains, et j'étais assez affolé. En moyenne, je suis à 5 heures par jour. Ça- Voiture, non, donc, ouais. Moi c'est 5h46. Ah ouais. Ah ouais. C'est fou quand Et même moi- de se dire que c'est beaucoup, hein. Bah, c'est la moitié d'une c'est-à-dire- journée en fait. Attendons, Laurie, mais là, je tremble quand même un peu pour vous. Non, mais en les plus- amis. 3h50. Mais cela Non, dit, c'est toi. après, Ouais. c'est un outil de travail aussi. Ben C'est oui, pas, c'est ça. c'est pas que. Et puis nous, on est fait un, nos on est un- mails, on est un peu vieux, nous, Christophe, même si on y est. On n'est pas accro Absolument. à ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que pour ceux qui passent toute leur journée, notamment les adolescents, là, pour l'estime de soi et la comparaison, c'est catastrophique. Mais effectivement, les réseaux sociaux, alors là, c'est assez simple. Toutes les études montrent une corrélation entre le temps passé sur les réseaux et le temps passé à se sentir anxieux, à se sentir mal. En gros, il y a une corrélation directe entre le malaise psychologique et la consommation de réseaux sociaux. Donc, un peu, il n'y a pas de problème. Et dès qu'on dépasse 1 heure ou 2 par jour, eh bien, on augmente son anxiété, l'insatisfaction. Ouais. Et donc, on altère l'estime de soi. Alors justement, Ouais. tu as vu Kazon de Inoxtag? Oui. Tu as vu le doc? Ouais. Toi, tu l'as pas vu, Christophe, hein, je crois que Alors Inoxtag, c'est on appelle les créateurs de contenu aujourd'hui, les influenceurs qui fait un carton chez les jeunes et qui a grimpé l'Everest. Et je vais te montrer ce qu'il dit. Voilà, si je dois faire un constat, mon mode de vie, c'est catastrophique. Je dors mal, je suis décalé, je mange de la merde, je fais pas attention. Et physiquement, j'en parle pas. Bah ouais, lucide. À lui, il doit passer 20 heures par jour. C'est génial, et c'est génial que ce soit des gens comme lui qui fassent passer le message. Mais c'est très compliqué, ces réseaux sociaux. C'est comme l'alcool ou le sucre. Mais Donc, ce qu'il faut savoir et que les gens savent maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus qu'au début, c'est que c'est conçu pour nous rendre accros. Ouais. C'est des petites récompenses, des petits plaisirs. C'est agréable, les réseaux sociaux. C'est drôle, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'images, beaucoup de variétés. On apprend des choses. Et du coup, cette dépendance se met en place très, très vite. À partir de quel moment on se dit, là, je suis devenu véritablement addict, accro aux réseaux sociaux? C'est la perte de contrôle, c'est comme toutes les addictions, c'est la perte de contrôle sur mon envie d'aller vers le produit, et là le produit c'est le réseau social, c'est le fait au bout d'un moment d'être devenu dépendant, et si je n'ai pas passé, si ça fait plus d'1 heure que j'ai pas regardé mes messages, ce qui se passe sur les réseaux, puis il y a le fameux symptôme, c'est j'ai perdu mon portable.
C'est la Panique. mort. Ah ouais. C'est Ah ouais, la ouais, mort ouais, ouais, ouais. psychique, C'est vrai, c'est vrai, sociale, c'est vrai. matérielle. Mais moi, pour revenir à ce que partage Inoxtag dans son doc, moi, je suis d'accord en soi avec ce qu'il dit. euh, et je rêve presque d'un jour pouvoir faire une journée où je ne pense pas au fait que je dois partager sur les réseaux. Après, j'aime ça, donc c'est pas subi, mais juste, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Et je pense qu'il faut, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut vivre une expérience vraiment assez radicale pour qu'on puisse en prendre conscience, pas seulement théoriquement, mais vraiment dans sa chair. T'arrives Quoi. jamais à décrocher? Ben, en fait, j'ai pas envie. C'est-à-dire que le coût de décrocher est supérieur au fait de travailler. Tu t'es jamais autorisé à, pendant une semaine, te dire je ne vais pas envoyer des posts. Bah si, mais ça m'a pas du tout plu. Tu t'es quoi? Tu t'es Bah, senti je me sentais dévalorisé, exactement inutile? Inutile. Alors, c'est vrai, l'estime de soi, il y a 3 nourritures à l'estime de soi. Il y a la réussite de nos actes, il y a être approuvé, reconnu, admiré, aimé, liké, voilà, exister dans les yeux des autres. L'humain, c'est un animal social, il a besoin de se sentir apprécié, estimé, mais à part que les réseaux sociaux démultiplient ce besoin. Et puis, la 3e nourriture, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'acceptation de soi, l'estime de soi inconditionnelle. Même si personne m'a liké aujourd'hui, même si je me suis vautré dans tout ce que j'ai entrepris, je suis encore et toujours quelqu'un de bien. Les nourritures de l'estime de soi, c'est comme les nourritures de notre assiette. Il faut qu'il y ait de tout. Comment Il y a- on développe la dernière nourriture? L'estime de soi Ouais. inconditionnelle, ben, c'est le plus difficile. C'est-à-dire, soit elle nous a été offerte, c'est un peu la conversation qu'on avait sur les parents, soit après, c'est à nous de le construire. Et effectivement, le seul moyen, c'est d'accepter et de réfléchir sur nos échecs, d'accepter de réfléchir sur nos impopularités. Mon discours, c'est plutôt de dire non, tout ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas forcément plus forts. Non, tu n'en as pas pour une raison. Et moi, j'ai vécu une période psychique extrêmement difficile que j'aurais préféré ne pas vivre. Donc, j'ai pas l'impression que ça m'ait Pas dans aider l'immédiat. ou- Parfois, certains échecs sont juste des douleurs, juste des souffrances, juste des grosses misères quand on les vit. Et c'est 3 ans après, 5 ans après qu'on se dit... Oui, pour moi, c'est de ça la t'a post-rationalisation. Oui, On se fait une raison. Tant mieux, Oui. parce que de toute façon, c'est ça ou c'est croulé. voilà. Mais Tu peux nous parler de ton ressenti sur les violences sur les réseaux sociaux, la Ouais. concurrence, les haters, tout ben, ça. ça fait vraiment écho. Je connaissais pas ces 3 nourritures de l'estime de soi que Christophe a partagé. Et vraiment, cette deuxième, en effet, je pense que le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a tendance à vraiment la mettre en exergue. Et moi qui pensais être quand même quelqu'un qui arrive à se détacher du regard des autres, enfin voilà, je sais que j'ai cette capacité à entreprendre, même si jamais on me soutient pas ou si jamais les gens pensent que j'y arriverai pas. Et en fait, les réseaux sociaux m'ont vraiment, on va dire, rendu humble par rapport à ça parce que j'ai vu à quel point ça pouvait m'affecter le fait de ne pas être apprécié. Sur les réseaux sociaux, en fait, quand ça t'arrive qu'il y a toute une partie, des centaines, voire des milliers de personnes qui choisissent de ne pas t'aimer, en Mhm. fait, moi Et j'ai de vraiment... le dire, et de le dire dire. violemment, En fait, moi méchamment. j'avais vraiment ce truc de... Attendez, Calmos. vous êtes trompés. J'étais vraiment là, en mode, mais Ouais, ouais. je suis quelqu'un de bien. Et en plus, le truc, c'est que, par exemple, tu vas avoir une centaine de messages. Par exemple, il y en a 99 qui vont être positifs. Ouais. Tu en as un négatif, tu vas retenir que celui-là. Je crois qu'on fait souvent l'erreur de se dire il faut que je me blinde par rapport aux critiques, il faut que je laisse glisser. Ça ne marche pas. C'est impossible pour un humain d'être indifférent à la critique, au désamour, au rejet. On est équipé pour être hypersensible au rejet parce que on va mourir. Sinon, l'espèce humaine, c'est une espèce sociale. Être rejeté, c'est la mort physique quand on était des petits primates dans la savane et la mort sociale aujourd'hui. Donc, on doit accepter que toutes les critiques nous feront du mal, nous y préparer. Laurie, toi, tu as une grosse communauté. Oui. Tu as rempli 4 fois Bercy, enfin, 5. tout ça. 5 fois Bercy. Tu as vécu, toi, à cette époque-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non. Après, il y a eu les réseaux. Oui. Tu as eu une grosse communauté qui t'a suivi parce que tu Ouais. continues de chanter. Ouais. Et aujourd'hui, tu as des haters qui te minent ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme tout artiste ou comme toute personne qui s'expose sur les réseaux sociaux. Comment ça te touche ton estime de toi? Eh bien, avant, ça me touchait énormément. Aujourd'hui, vraiment beaucoup moins. Je ne sais pas si c'est parce que je suis devenue maman, parce que j'ai plus de 20 ans de carrière et tout ça, mais aujourd'hui, même si de temps en temps, il y a un petit truc qui va quand même m'affecter,
Je le vis quand même beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Après, on s'est jamais autant montré, on s'est jamais autant comparé. On se compare à chaque fois à des gens qui ont des vies idylliques sur les réseaux sociaux. Enfin, Qui font Mise croire en ça. scène. comparaison, Mise en voilà, scène, ouais. mise en Croire scène. ça, ouais. Par rapport à la comparaison et tout ça, enfin, c'est Et ça a aussi- des conséquences. Ça a Exactement. des conséquences parce qu'il y a une étude qui a été réalisée sur 10 000 ados de 10 à 15 ans qui montre que 40% des jeunes filles, surtout chez les jeunes filles, présenteraient des signes de mal-être, de dépression, des troubles du sommeil, Trouble alimentaire avec aussi. une mauvaise image corporelle d'elles-mêmes. C'est les impacts négatifs en termes d'alimentation, de sédentarité. Finalement, les filles, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus touchées par ces comparaisons avec des gens, effectivement, qui montrent que le bon côté de leur vie. Bah, c'est un univers très mensonger, l'univers des réseaux sociaux. Et le fait que les femmes soient plus touchées, que les filles soient plus touchées que les garçons, c'est parce qu'elles ont encore à ce jour, même si ça change, plus de pression sur l'apparence physique, la nécessité d'être mince, sexy, d'avoir une belle peau, etc., etc. Et du coup, là, c'est dramatique. Les corps dénudés qu'on voit le plus souvent dans une journée, c'est pas ceux de nos voisins de palier, c'est pas ceux de nos collègues de travail, c'est ceux de professionnels du corps. C'est sur les réseaux, à la télé, au cinéma, dans les magazines, sur les pubs. Ce sont des corps parfaits. Donc on perd toujours ces comparaisons. Et l'insatisfaction corporelle chez les filles vient en grande partie de ça. Mais ça augmente chez les garçons aussi. J'ai une petite devinette. Fais-nous jouer. Mon premier, attention. Mon premier est une anxiété, mon second est d'être hyper connecté, mon troisième est lié aux événements. Qui suis-je? Roulement de tambour. Moi, j'ai la réponse, donc je peux pas. Moi aussi, jouer. je connais, c'est mon boulot, donc je joue pas. Vas-y. Bah merde, je suis la seule à devoir trouver là. La pression est immense. Tout repose sur Pour toi. une table ronde sur l'estime de soi, Oui, t'as intérêt à c'était bien pas une bonne idée. répondre. Je dirais téléphone, mais. Tu connais FOMO? Ah, bah oui. Fear of missing out. Voilà. Exactement, c'est ça. Ça exprime l'anxiété qui pousse les gens à rester connectés tout le temps par peur de manquer quelque chose. Moi, je l'ai dans un vachement. événement. Je sais pas vous, mais. T'es comme ça, Et toi ouais, mais je l'ai toujours été, tu vois. Je sais. Enfin, du coup, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, donc je ne sais pas quelle est la part de responsabilité des réseaux sociaux. Mais même quand j'étais genre en 5e et que c'était les prémices des réseaux sociaux, quand je savais que mes amis allaient à une soirée, et mes parents me disaient non, tu peux pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. J'avais un FOMO énorme. Sur les réseaux, vous voyez que vos potes ont fait un dîner et vous n'êtes pas invité. C'est marrant, c'est arrivé. Comment vous réagissez? Non, c'est arrivé littéralement hier. Ah, bah Ouais, voilà. on t'a pas invité. Mais en plus, franchement, je fais jamais ça parce qu'en plus, j'essaie de pas passer trop de temps justement à regarder les stories des autres parce que je me suis rendu compte que à chaque fois, justement, je me sentais juste moins bien après, donc je le fais le minimum. Mais je vais l'afficher, je regardais la story de Pierre Demar que j'adore par ailleurs, et en gros, il m'avait dit dès que je fais ma crémaillère, je t'invite et tout. Et là, je vois qu'il a fait un apéro à l'appart, donc il dit apéro avec les amis et tout, et donc pour le charrier, je lui envoie, il en manque une. Oh, Mais tu vois, c'est marrant le fait. Comment que tu t'as le vécu dises. ça, toi? tu l'as. En Ouais. vrai, je m'en foutais, je savais que c'était. Enfin, en plus, j'étais en Corée, donc franchement, je n'avais rien à dire. Mais c'est marrant que tu le dises parce que je pense que du coup, inconsciemment, c'était quand même une part presque automatique. Tu l'as prise de, personnellement. en fait, pourquoi Ouais. je m'as pas invité, tu vois? Même si c'était pour rigoler, je pense que ça signifie bien que j'aurais voulu y être ou j'aurais voulu qu'on me propose d'y être. J'aurais voulu pouvoir dire non, je peux pas. Voilà. Au moins quand Mais même. ouais. on te pose la c'est très question. symptomatique Michel de notre société. Moi, si les potes organisent un dîner Ouais. et que j'y suis T'invites pas pas, alors ça. que je suis avec eux tout le temps, je le prends mal. Ouais. Je le prends mal. Je dis ou ils m'ont oublié ou enfin je comprends pas quoi. Bien sûr. Je comprends pas. Mais alors ça touche pas mon estime de moi. Tu leur en veux? Oui, je leur en veux. Oui, je leur en veux et je leur fais payer. Ouais. Mais je suis pas rancunier, mais Ma revanche le sur prochain terrible. le prochain dîner chez moi, ce sera sans eux. Quoi. Mais sinon, ça va. Et toi, Christophe, ça veut dire quoi tout ça? Alors, non, moi, je comprends que ça soit un chagrin parce qu'une fois de plus, on est des animaux sociaux. Ces choses-là nous font de la peine. C'est normal que ça soit douloureux. Maintenant, on va essayer de trouver, donner des solutions. Toi, Laurie, on a parlé tout à l'heure de ta carrière, qui continue. Tu continues à chanter, mais Ouais. on n'est plus à l'époque des 8 millions de disques. Quand tu bascules dans l'après, Ouais. dans l'après-star, l'estime de soi en prend un coup ou tu passes à autre chose. C'est des montagnes russes. Plus tu montes très très haut, et j'ai l'impression que tu vas descendre, la chute va être encore pire. Ça a été. J'ai eu des moments compliqués. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments où j'avais complètement perdu confiance en moi. Avec ma maison de disques, ça s'était très très mal passé. J'étais partie en pleine sortie d'album, donc enfin voilà, c'était pas du tout le bon moment.
Donc ça a été compliqué, mais j'ai eu la chance de faire du patinage. J'ai eu la chance d'apprendre à tomber. J'ai eu la chance d'apprendre à me relever et de continuer la tête haute, la fin de mon programme. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre à profit dans la vie. C'est-à-dire que, OK, il y a des échecs, chose que je souhaite à tout le monde d'avoir des échecs parce qu'on en ressort tellement plus grand. Et j'ai appris au cours de la vie OK, là, j'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi ? J'analyse, j'essaye de faire autrement, j'essaye de contourner, mais en tout cas, mon but, c'est ça et j'ai envie d'y arriver. Toi, en passant de My Better Self à Louise, est-ce que finalement, tu as trouvé cette bonne distance par rapport à l'usage des réseaux sociaux ? Je me rends compte, quand je peux maintenant faire des week-ends ou des voyages avec d'autres créateurs et des créatrices de contenu, que c'est plus aussi important pour moi que ça a pu l'être et que je le prends pour ce que c'est-à-dire un moyen pour arriver à une fin, mais pas une fin en soi. Moi, ce que je souhaite, c'est aider les gens à se sentir mieux, à réfléchir et à apporter justement de la valeur là où, parfois, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on n'en trouve pas. Et donc, ça passe par, oui, certes, les réseaux sociaux, parce que ça nous permet de toucher beaucoup de gens, mais aussi les podcasts. Donc, vous êtes venus, où on peut parler pendant 2 heures. Et je trouve que, en fait, ça permet vraiment de prendre le contre-pied du scroll permanent qui, en fait, finalement, nous fait vraiment plus réfléchir. Ça passe par des livres que j'écris aussi. Donc, en fait, ça a vraiment, je pense, remis un peu l'église au milieu du village en me disant... Tout n'est pas réseaux sociaux. Moi, alors, j'avais une question aussi pour vous. Est-ce qu'on gère les succès comme les échecs, avec les mêmes émotions ? Non, c'est bien le problème. On devrait, effectivement, après chaque succès, se dire ça me réjouit, mais ça ne dit pas tout sur ce que je vaux. C'est-à-dire, Ouais. je ne me résume pas à mes succès, à mes performances, mais ça me fait plaisir quand même. Et par rapport aux échecs, appliquer la même hygiène de vie. C'est-à-dire, ça m'attriste, mais ça ne résume pas qui je suis. Donc, c'est un truc que la vie nous apprend, exactement comme tu viens de le raconter. Hein. C'est peu à peu, on intègre. La vie nous donne des leçons sans arrêt, on les écoute ou on les écoute pas. Mais ça prend du temps. Ces histoires-là, ça prend beaucoup de temps. Alors YouTube vient d'ajuster son algorithme pour empêcher la promotion répétée de contenu mais qui privilégie l'apparence. Hein, donc ça c'est déjà Aux joies. une bonne Ouais, chose. ouais. Très temps que TikTok s'y mette. Il va y avoir de la modération, mais ils vont pas supprimer non plus tous ces comptes. Et Insta propose de créer des comptes pour les adolescents qui sont beaucoup plus contraignants. Quelle est finalement la bonne cure de désintoxication ? C'est l'usage de l'instrument. C'est vrai que ces petits instruments que sont nos portables sont des vraies merveilles pour être connectés avec le monde, apprendre, échanger, etc. Mais c'est ce qu'on disait autrefois de l'argent. Bon serviteur et mauvais maître. Et ces portables, ce sont des bons serviteurs et des mauvais maîtres. Donc, la reprise de contrôle, c'est des petites choses toutes simples. Moi, je crois beaucoup à ce réflexe d'aller vers son portable quand on n'en a pas besoin. J'arrive à une terrasse de café pour attendre un copain, je m'assieds sur mon siège de métro, de TGV, de salle d'attente. Et à ce moment-là, ma main va vers mon portable, je la retiens et je me dis... 3 minutes à faire autre chose. Deuxième point, quand je suis avec un être humain, l'humain a toujours la priorité sur le portable, sauf quand je veux lui envoyer un message comme quoi il m'emmerde, je le méprise, et dans ce cas, je sors mon portable et je le regarde. Voilà, mais sinon, le respect, c'est toujours priorité à l'humain. Et troisième point, qui me semble très important, expérimenter effectivement 1 jour par semaine sans portable. Et je crois que là encore, on retombe sur la différence entre savoir et expérimenter. Et la multiplication des jours sans portable, au fond, ou à la rigueur, je regarde le matin s'il y a eu des urgences et je regarde le soir et dans la journée, je le planque, je n'y touche pas. J'observe dans quel état je suis et je me demande, au fond, si c'est pas une voie qui m'est offerte de réfléchir, de faire autre chose. Moi, j'ai une petite note positive pour terminer tout ça. Il y a une étude sur des jeunes de 17 à 24 ans qui a montré qu'après 7 jours sans réseaux sociaux, l'estime de soi augmentait Formidable. et les sentiments de dévalorisation diminuaient. Mais Et là- alors moi, je suis obligée, je veux dire, là, les gens qui nous regardent, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais oui. Donc, en fait, c'est ça qui est, je trouve, C'est le paradoxal. bon Éteignez usage. tout de suite. En fait, non, mais en fait, c'est une épée à double tranchant, ça dépend ce qu'on en fait. Et Ouais. Christophe, regarde ce que Bien arrêter les réseaux sociaux, il a un extrait à nous montrer. Enoch Stag, à la fin de son ascension, il a tellement eu besoin de sortir, d'abord parce qu'il Processer. avait vécu un truc dingue, il avait tellement eu besoin de sortir de cette vie d'avant
Ça fait 3 mois que je suis ici. On est matrixés, on est fous par nos téléphones. Là, je suis déconnecté total et le téléphone, c'est un poison, c'est une drogue. Alors, bien sûr que tu peux être sur ton téléphone, il y a plein de trucs cool à faire sur son téléphone. Mais il y a trop de moments où nous, on est passif à rien faire, à scroller dans le vide, à se rendre bête. Mais je me compte dedans parce que je suis comme ça aussi. Tu vois. Imagine si tu prends tout ce temps pour poser ton téléphone et te dire « Moi aussi, je vais faire ». Et c'est quand même fou J'adore. que ce type qui a fait toute sa... Enfin, Inoxtag, il a Mais c'est bien. toute sa célébrité vient, Ouais. vient Qu'il s'en des rende réseaux. compte. Et Ouais. là, il dit, moi, je pars à Cuba après l'Everest. Ouais. Je vais aller Je coupe. cultiver la terre parce que je devenais dingue. Mais il a tout compris. C'est la troisième phase de l'épanouissement de l'estime de soi, c'est l'oubli de soi. Régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, dans ses journées, dans sa vie, on s'oublie. Et on se tourne vers l'action, la montagne, la randonnée, la lecture, les autres, l'altruisme. Et ça fait un bien dingue de se désintoxiquer de ce soi accro à l'image, accro à la reconnaissance, accro à l'approbation. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Louise, d'avoir Merci à accepté vous. de participer à ce premier numéro de Franchement. Merci, Laurie. Michel. Après cette discussion, vous qui nous regardez, est-ce que vous Abonnez-vous, avez... suivez, partagez. Et surtout, dites-nous un petit peu dans les commentaires si vous avez une bonne estime de vous-même, en espérant que ce qu'on vient de vous dire vous a aidé. Comment vous vivez justement les situations qu'on a abordées aujourd'hui. Parlez-nous de vous, de votre confiance en vous et de votre estime de vous. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro de Franchement. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à vous.